Djoliba Morning News. Visite du Premier ministre au camp de Ségou. Dans un instant, des détails sur la dite visite. La formation des agents des services locaux du développement social dans le cadre du PDREAS est aussi à l'ordre du jour dans ce journal. Et ailleurs dans le monde, il sera entre autres question de l'explosion survenue à Liverpool en Angleterre. Aimables téléspectateurs, bienvenue dans le Djoliba Morning News sur Djoliba TV News. Pour commencer ce communiqué, 6 terroristes ont été tués lors d'une attaque contre un poste de sécurité de l'armée malienne dans le nord-ouest du pays, près de la frontière avec la Mauritanie, ont indiqué dimanche les forces armées maliennes FAMA sur leur site officiel. Les FAMA du poste de sécurité de Guiré, secteur 6, région de Nara, ont vigoureusement repoussé cette attaque d'un groupe armé terroriste ce dimanche 14 novembre 2021 aux environs de 14h45. Le bilan provisoire est de 4 morts et 4 blessés du côté des FAMA et 6 morts dans les rangs des assaillants, a précisé l'armée malienne. Et nous poursuivons avec les questions sécuritaires. Le chef du gouvernement, Dr Choguel Kokala Maïga, s'est rendu au camp Amadou Chekoutal de Ségou. Sur place, les responsables de la région militaire lui ont fait un état de la situation sécuritaire qui prévaut dans la 4e région du pays. Écoutons le Premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga, au micro de Moussa Tembine. On nous a exposé la situation sécuritaire dans la région. Elle est préoccupante. Mais les autorités sont en train de chercher les solutions. Nous avons ensuite visité des bâtiments qui sont en train d'être construits sur l'initiative des responsables ici, militaires, qui disent qu'ils ont commencé ça avant d'attendre que les solutions viennent de Bamako. Ce que j'ai beaucoup apprécié, le fait d'avoir des initiatives. Vous venez de voir aussi les femmes des militaires qui ont posé une série de problèmes auxquels on peut trouver des solutions. Je leur ai dit que ce n'est pas nécessaire de toucher le président de la transition pour cela. Nous sommes en mission du président de la transition. Je leur ai dit de répertorier toutes leurs préoccupations, leurs centres de formation, les questions d'eau, informateurs pour les mettre à niveau. Je leur ai dit de me faire une correspondance à travers le gouverneur et on va trouver les solutions à ces questions. Toujours dans le cadre de son passage à Ségou, le Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Choguel Kokala Maïga, a présidé ce samedi 13 novembre 2021 à Ségou la cérémonie de clôture du Forum national sur l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes en milieu rural. Reportage Aminata Chektal et Moussa Tembine. Déroulé sur 3 jours dans la cité des Balanzons, le Forum national sur l'entrepreneuriat des jeunes et femmes en milieu rural a débouché sur 14 recommandations. Des recommandations qui permettront, selon les participants, à mieux valoriser le savoir-faire des jeunes et femmes en milieu rural. Soutenir la mise en œuvre des approches de gestion innovantes des exploitations familiales, rurales et des entreprises agricoles. Amener les collectivités territoriales à jouer les responsabilités dans la promotion de l'entrepreneuriat rural en y investissant au moins 15% du budget régional et en facilitant l'accès sécurisé au foncier. La création d'une banque nationale d'investissement afin de faciliter l'accès au financement des entreprises agricoles et péri-agricoles. Ces recommandations passent aussi par la vulgarisation du Made in Mali, et ce, même au plus haut sommet de l'État. Je lui ai demandé l'autorisation de donner une instruction au ministre, qu'il a acceptée. J'ai dit donc au protocole que tous les ministres viennent en conseil des ministres désormais habillés en tenue traditionnelle. Les militaires en tenue de combat, pour faire passer un message clair. Pendant que notre armée se bat au front, laisse des vies tous les jours, il faut que les hommes politiques, que le gouvernement, que notre société aident nos opérateurs économiques, ceux qui ont des initiatives à prospérer. En quoi faisant? En consommant ce qu'ils produisent.
Lors de la cérémonie de clôture de ce forum, la relance de la Comatex a également été évoquée. Pour le Premier ministre, si cette relance est effective avec la réalisation de ce projet, plus personne ne portera du bazin au Mali. Le bazin et autres tissus prisés mourront de leur belle mort au détriment du Made in Mali. Toujours avec la thématique de la formation, pendant 5 jours, les agents des services locaux du développement social et de l'économie solidaire ont suivi une formation sur l'engagement et le contrôle citoyen, une initiative prise dans le cadre du projet PEDREAS. Aruna Salia connaît pour le compte-rendu. Ils sont une cinquantaine de participants à cet atelier de 5 jours. Une formation lors de laquelle les agents vont se familiariser avec les démarches du PEDREAS et le contrôle citoyen. Les former au concept de la mobilisation sociale et du contrôle citoyen. C'est des gens qui font ce travail-là quotidiennement. C'est juste un rappel. Un autre objectif, c'est de les familiariser aussi avec la démarche, la stratégie des PEDREAS en ce qui concerne la mobilisation sociale et l'engagement citoyen. C'est pour qu'en fin de compte, ces agents qui seront formés, ces agents de la Direction nationale du développement social puissent aussi efficacement accompagner les centres de communes du projet. Pour le directeur national du développement social, le concept du contrôle social est un facteur sine qua non pour la réussite de tous projets sociaux. C'est aussi l'occasion de réaffirmer la conviction de Madame le ministre de la Santé et du Développement social, selon laquelle il s'est confirmé que sans la mobilisation sociale, l'engagement et le contrôle citoyen, aucun projet de développement ne peut atteindre ses objectifs. Parce qu'il vient de le dire, tout ce que nous faisons, c'est pour galvaniser. C'est en quelque sorte pour aller à l'éveil des consciences des communautés, des populations, sur tout ce qui les concerne dans leur vie. Ne faites rien pour moi sans moi. Voilà ce que l'adage dit. Par ailleurs, les projets de développement des ressources de l'État pour l'amélioration des services PEDREAS visent la consolidation du processus de décentralisation. Le PEDREAS a aussi, en plus de son objectif initial, qui est d'augmenter et d'accélérer le transfert des ressources financières aux collectivités territoriales. Un autre objectif du projet, c'est de renforcer notre processus de décentralisation. Qui parle de décentralisation parle de territoire, qui parle de décentralisation parle de population, qui parle de décentralisation aussi parle de partenaires et d'acteurs. Il est à rappeler que le PEDREAS est un projet de 5 ans. Il est déjà dans sa 2e année d'exécution dans 102 communes réparties dans les 20 régions du Mali. L'association Côté Court a présenté aux médias ce vendredi 12 novembre 2021 à son siège son projet de formation intitulé « La fabrique des femmes du Mandé » destiné à une cinquantaine de femmes de Degela dans la commune du Mandé. L'initiative vise à former et à renforcer les capacités des jeunes filles et des femmes du village aux métiers artisanaux. Reportage Youssouf Kone et Bakoroba Nyari. Initiée par l'association culturelle Côté Court, la fabrique des femmes vise à améliorer la position sociale des femmes et jeunes filles de Degela dans la commune d'Imandé en contribuant à leur épanouissement socio-économique. La formation proposera aux bénéficiaires des ateliers dans 5 domaines distincts, à savoir la teinture du bokolan, la couture, la fabrication du savon, la récupération, ainsi que la technologie numérique et bureautique. Ce projet, on peut dire en gros, c'est pour renforcer la capacité des femmes du Mandé dans les métiers artisanaux. C'est aussi un moyen de les autonomiser, vous voyez. Parce que vu les processus que l'association Côté Court mène à Degela, elle a vu que ces femmes-là ont besoin de ça. Donc c'est pour cela qu'on a monté ce projet qui a été financé par AWA, grâce à Dieu. Et voilà, on va donner l'espoir à ces femmes-là de développer, de se tenir debout et d'avoir leur place. Elles sont une cinquantaine de femmes sélectionnées par l'association Côté Court en étroite collaboration avec la coopérative des femmes de Degela. Cette initiative offre par ailleurs une alternative à l'orpaillage des femmes, une activité dangereuse pratiquée dans la zone. Une démarche qui a séduit le programme AWA. Le projet AWA, c'est un nouveau mécanisme de financement en fait, des projets en Afrique de l'Ouest financés par l'Union européenne et puis l'ACP, les pays de l'Organisation de l'État ACP.
Donc il faut reconnaître que depuis le début de ce projet, nous avons lancé 2 appels. Un fonds de structuration qui a retenu 15 lauréats, dont 2 du Mali, qui finance des projets à hauteur de 150 000 € par an. Et le deuxième appel, donc côté courrier bénéficiaire, nous avons retenu 27 projets ouest africains, dont 5 du Mali. Cette formation entend ainsi valoriser les produits locaux et en faire des générateurs de revenus. Elle contribue à coup sûr à l'autonomisation des femmes et jeunes filles de Déguéla. Moi, en tant qu'artiste formateur, ce projet est un bon projet qui peut remporter beaucoup et surtout aider les femmes. Les femmes qui ont été déjà choisies pour faire ce métier, elles le faisaient depuis. Maintenant, c'est des renforcements, c'est pour les aider à aller plus loin et avoir confiance en elles-mêmes pour pouvoir faire ces productions et comment aussi faire vendre ces produits. Précision que les ateliers de la Fabrique des femmes se tiendront entre novembre 2021 et mars 2022. Une foire d'exposition des créations est également au programme des organisateurs. Et pour l'image du jour, nous allons parler de la pyramide de Khéops. La pyramide de Khéops, ou grande pyramide de Gizeh, est un monument construit par les Égyptiens de l'Antiquité, formant une pyramide à base carrée de 440 coudées royales anciennes, soit environ 230,5 mètres. Tombeau présumé du pharaon Khéops, elle fut édifiée il y a plus de 4500 ans sous la 4e dynastie, au centre du complexe funéraire de Khéops, se situant à Gizeh en Égypte. Elle est la plus grande des pyramides de Gizeh. La pyramide, construite sur un socle rocheux, avait une hauteur initiale d'environ 146,58 mètres, c'est-à-dire plus haute que la basilique Saint-Pierre à Rome de 139 mètres, mais l'érosion l'a réduite de 9,58 mètres pour atteindre 137 mètres de hauteur. Seule des 7 merveilles du monde à avoir survécu jusqu'à nos jours, la pyramide de Khéops est également la plus ancienne. Durant des millénaires, elle fut la construction humaine de tous les records, c'est-à-dire la plus haute, la plus volumineuse et la plus massive. Ce monument phare de l'Égypte antique est depuis plus de 4500 ans scruté et étudié sans relâche. Au lieu touristique, le nombre de visiteurs à l'intérieur de la pyramide est limité à 300 par jour. Maintenant, le récit de l'actualité hors de nos frontières avec Siran Douba. Le fils de l'ex-dictateur Muammar Kadhafi, Saif al-Islam, recherché par la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité, a déposé sa candidature à la présidentielle prévue fin décembre, suscite la controverse parmi les Libyens. Aboutissement d'un processus laborieux parrainé par l'ONU, la présidentielle du 24 décembre et le scrutin législatif prévu un mois plus tard sont censés tourner la page d'une décennie de chaos et lutte fratricide depuis la chute du régime de Kadhafi, tué en 2011 lors d'une révolte populaire. Va-t-il travailler à partir de la situation actuelle du pays ou va-t-il faire un pas en arrière? Je considère la nomination de Saïf comme injuste, car il est toujours recherché par la Cour pénale internationale et a de nombreux jugements contre lui, en plus du fait que c'est une figure controversée. Je pense que s'il s'adapte à la nouvelle Libye, alors il atteindra le pouvoir à l'avenir. Si les Libyens acceptent Saïf, on oubliera alors le passé. Si une amnistie générale avait lieu et que seules les questions importantes étaient traitées, comme les fonds publics et les crimes de guerre, sans l'existence de questions internes et de vengeance, je pense qu'il peut réussir et que la Libye se développerait. Capturé en novembre 2011 par un groupe armé à Zintan, dans le nord-ouest de la Libye, il avait été condamné à mort en 2015 à l'issue d'un procès expéditif. Le même groupe n'avait pas été refusé de livrer aux autorités ou la Cour pénale internationale CPI qui le recherche depuis 2011 pour crimes contre l'humanité. Le groupe l'avait libéré en 2017 et sa trace avait été perdue. Palais des Congrès Rococo, immense tour sur le modèle des gratte-ciel de Dubaï. Opéra majestueux, la nouvelle capitale de l'Égypte est en construction à 50 km du centre du Caire.
un projet pharaonique voulu par le président Abdel Fattah al-Sisi. La nouvelle capitale administrative ne remplace pas le Caire. Le Caire reste la capitale politique de l'État égyptien, dont l'histoire est plus qu'une millénaire. La capitale est une extension organisée et bien planifiée du Caire avec des infrastructures intelligentes, ce qui fait la première ville intelligente d'Égypte et sera le lien entre les autorités législatives et exécutives. Le prix des appartements et des villas dépasse les capacités de la plupart des citoyens. De quel type de citoyens s'agit-il? Certains quartiers de la nouvelle capitale administrative ressemblent à Manhattan dans la ville de New York, tandis que d'autres quartiers ressemblent à Dubaï. Ces nombreux projets ont créé de nouvelles opportunités d'emploi pour les personnes qui cherchent du travail et de nombreux diplômés au chômage ont trouvé un emploi d'ingénieur ici. Ces constructions fournissent un bon moyen de subsistance. Peu après, il avait annoncé vouloir une nouvelle capitale, en lieu et place du Caire, cité tentaculaire de plus de 20 millions d'habitants à l'immense richesse architecturale, comme en témoigne la mosquée Ibn Toulou, vieille de plus d'un millénaire. La stratégie derrière cette nouvelle capitale est une énigme, estime cette professeure d'université avant même d'être habitée. Au lendemain de l'explosion survenue à l'hôpital des femmes de Liverpool, des officiers de police scientifique travaillent sur les lieux. Le Royaume-Uni a relevé à grave le niveau de la menace terroriste sur le sol britannique suite à l'attaque qualifiée d'acte terroriste par la police. Cette attaque qui a fait un mort, les terroristes présumés vient rappeler le besoin pour chacun de nous de rester vigilants, a déclaré le Premier ministre Boris Johnson lors d'une conférence de presse, soulignant que le peuple britannique ne se laissera jamais intimider par le terrorisme. Nous ne céderons jamais devant ceux qui veulent nous diviser, a-t-il ajouté. Blessé lors de l'explosion, le chauffeur de taxi a été qualifié de héros par des responsables politiques et des tabloïds qui ont affirmé qu'il avait permis d'éviter des morts. Il semble que le chauffeur de taxi en question se soit comporté avec une présence d'esprit et une bravoure incroyable, a déclaré Boris Johnson lundi lors d'une visite dans un centre médical de Londres. La police locale avait expliqué avoir été alertée vers 11h et être immédiatement intervenue. Des images ont montré une large fumée grise s'échappant des lieux de l'explosion et un véhicule carbonisé. Phil Garrigan, chef des pompiers de Merseyside, a déclaré que l'incendie du véhicule était complètement développé. La police a exhorté la population à rester calme mais vigilante. Steve Bannon, conseiller de l'ancien président américain Donald Trump, arrive au bureau de Washington du FBI après son inculpation pour avoir refusé d'être auditionné par une commission du Congrès enquêtant sur l'attaque du 6 janvier contre le Capitole. L'ancien conseiller de 67 ans est poursuivi pour avoir refusé de témoigner et de transmettre des documents à la commission spéciale de la Chambre des représentants qui enquête sur le rôle de l'ex-président républicain dans l'assaut de ses partisans. Nous combattons le régime Biden tous les jours, a-t-il déclaré à la presse à son arrivée devant les locaux du FBI à Washington. Je veux que vous restiez concentrés sur le message, a-t-il ajouté à l'adresse des partisans de l'ex-président. Tous ici, c'est du bruit. Conseiller discret mais très influent, il avait joué un rôle crucial dans l'élection de Donald Trump en donnant un virage résolument populiste à la campagne du milliardaire républicain en 2016. Avant d'être poussé vers la sortie l'année suivante, il n'exerçait aucune fonction officielle le 6 janvier, mais semble avoir parlé de la manifestation avec le président au cours des jours précédents selon la commission d'enquête. Le 6 janvier, des milliers de partisans de Donald Trump s'étaient réunis à Washington au moment où le Congrès certifiait la victoire de Joe Biden. Parlons maintenant de culture, de littérature. La jeune écrivaine et éditrice malienne Aïcha Diarra a remporté dimanche 7 novembre 2021 à Dakar, au Sénégal, le prix David Diop dans le cadre de la 29e édition de la Journée internationale de l'écrivain africain organisée
par l'Association des écrivains du Sénégal. Voici un extrait de l'entretien qu'elle nous a accordé dans la précédente édition dont elle était l'invitée. David Diop fut un de ces grands écrivains du monde que nous avons étudié comme beaucoup de Maliens dans nos écoles, dans les secondaires comme au lycée. Et dire que pendant ces temps, je ne m'étais jamais imaginé que je remporterais un jour un prix portant ces noms. Je ne peux qu'être fière et être fière également du fait que ce soit le Mali qui se soit glissé dans mon corps pour remporter ces prix. Un Mali qui m'a tout inculqué, qui m'a tout donné. Et donc, je ne peux qu'être fière par rapport à tout cela. Moi, je fais partie de ces écrivains qui sont toujours gênés quand on leur demande de présenter leurs livres, parce que je suis souvent habituée à ce que les gens présentent mon livre à ma place, mais comme c'est une question qui revient très souvent, alors ces livres, j'estime que la poésie doit sortir du simple étalement des jolis mots, des jolies phrases, des jolis vers. Je pense que la poésie doit avoir également cette vocation de rentrer dans la profondeur des choses, d'être plus dans la philosophie, d'être plus dans, pas que forcément la prose, mais vraiment d'avoir cette vocation à donner une explication aux choses. Donc dans ce livre, j'essaie vraiment de mettre en scène un homme tout au long de l'histoire, un homme assez étrange qu'on ne peut pas saisir, non seulement physiquement, mais également psychologiquement. Un homme qui vraiment essaye de donner une explication philosophique à la vie, à la société, même à la nature. Donc c'est un livre que j'aime beaucoup et j'ai eu beaucoup de retours par rapport, des retours positifs surtout, mais souvent des critiques bien évidemment par rapport à ces livres. Et si il arrive à remporter un prix, je me dis que c'est sur la bonne voie. Et à travers cela, j'essaie vraiment de créer un genre poétique. Un genre poétique, c'est-à-dire la poésie philosophique. Et je parle de beaucoup de thèmes dans ce livre, dont un peu la politique, la société, même en tant que telle, mais également de l'éducation et de tous ces aspects du quotidien qui nous touchent directement. C'est toujours un plaisir de rencontrer des confrères, des concerts venant de d'autres pays et qui exercent le même amour pour la littérature que nous. Je ne peux que me rendre fière parce qu'on apprend beaucoup de ces gens et on se rend compte surtout du fait que la littérature africaine doit être appelée vraiment la littérature africaine. Parce qu'on attend très souvent la littérature africaine, mais il y a un sens à tout cela. Parce qu'il y a beaucoup de similitudes en réalité entre nos littératures et cette similitude nous prouve à quel point l'Afrique est un seul pays. Pendant cette journée, le Rwanda était pays invité d'honneur et j'ai beaucoup appris de la littérature rwandaise et j'ai vu beaucoup de similitudes avec la littérature malienne. Souvent, il y a très certainement des différences parce que la littérature rwandaise, surtout leur poésie, est beaucoup plus axée sur les vaches. Parce que chez eux, ils estiment que les vaches entendent la poésie et les vaches comprennent la poésie. Et ça, c'est une dimension qui n'intègre pas forcément notre littérature, surtout chez les Poulards. Et donc, c'est quelque chose que j'ai appris et qui est très important en fait au Rwanda. Et donc, ils discutent avec leurs vaches. Voilà, donc c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, que j'ai appris. Et il y a beaucoup d'autres aspects de similitude que j'ai apprécié également. Donc, le dernier message, c'est de dire toujours que je dédie ces prix à Dieu, à Allah qui m'a tout donné. J'aurais voulu le dédier à ma mère, à mon père, sans lesquels ma vie ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Mais j'ai vraiment décidé de le dédier à Allah. Et je sais que derrière Allah, il y a mon père, il y a ma mère. Il y a également des gens qui m'ont beaucoup aidé. Quand je dis ma mère, je fais référence à mes deux mères, en fait, parce que j'ai deux mamans. Donc, il y a également mon éditeur qui m'a soutenu pour la publication de ce livre, Ismaël Assamba Traoré, des éditions La Sahélienne. Donc, je remercie toutes ceux qui m'ont aidé dans mes projets littéraires.
Restons toujours dans le cadre des activités culturelles. Ce samedi 13 novembre 2021 s'est déroulée la phase demi-finale de la compétition nommée le championnat national interuniversitaire de slam. Elle marque donc le lancement de la première édition de ce concours de slam qui vise à aider les jeunes amoureux de cet art. Adama Sanogo pour le compte-rendu. De quel droit je me permets, je suis un être humain et ça me suffit. Avec mes vers, j'emmène de l'engouement. Parfois, ils prédisent les débuts. C'est fait, le championnat national interuniversitaire de slam lance sa première édition autour du thème « Le slam au service de la paix et de la refondation à travers le numérique ». C'est une initiative de Souri Kamara, dit Kamso le parolier, qui vise à propulser le slam malien. Le championnat national interuniversitaire de slam, Sénisme 2021, est une compétition qui est initiée par ma modeste personne pour faire la promotion du slam dans le milieu universitaire. Les gagnants de cette phase demi-finale qui seront au nombre de 10, dont 5 pour les universitaires et 5 pour les enfants slam, les adultes acclam, vont s'affronter en finale le samedi 20 novembre 2021. Bon, pour cette demi-finale, les universitaires sont au nombre de 11 personnes. Voilà. Et les tout petits aussi sont au nombre de 10 personnes. Donc, à la suite de cette demi-finale, pour la finale, nous allons retenir 5 personnes dans chaque catégorie. C'est religieux qui pense qu'être femme, c'est... Je ne juge pas ces religieux qui pensent qu'être femme, c'est résumer au foyer. Non, je ne peux pas les juger. Je ne juge pas non plus cette société qui nous attribue le rôle d'enfanter. C'est ça la mentalité. Cette initiative est bien appréciée par les slameurs. Selon Foussine Sall, l'un des participants, elle sera d'un atout pour leur carrière artistique. Bon, je pense que c'est une très belle initiative parce que ça aide à promouvoir le slam à l'échelle internationale et ça aide aussi les jeunes de se côtoyer un peu plus et aussi de montrer leur savoir-faire dans les jours à venir. Pour rappel, le championnat national interuniversitaire de slam coïncide aussi avec une deuxième compétition lancée par Souri Kamara qui s'intitule « Les enfants slam, les adultes acclament ». Du sport maintenant. La Fédération malienne de kickboxing et discipline associée a organisé ce samedi 13 novembre 2021 un stage à l'endroit des pratiquants de cette discipline sportive. Objectif, mise à niveau des pratiquants de kickboxing, El Hadji Malik Guitey et Bakoroba Nyari. L'objectif principal de ces stages est d'améliorer le niveau de compétitivité des amoureux du kickboxing. Organisé par la Fédération malienne de kickboxing et discipline associée et grâce aux efforts de Kishima Yatabare, franco-malien et champion d'Europe, l'initiative a permis à plus de 200 pratiquants d'ajuster leur niveau dans cette discipline sportive. C'est déjà en amour de faire un stage de boxe, de rencontrer tous les compétiteurs du Mali. Chose qui s'est faite parce qu'aujourd'hui nous sommes au moins 250 dans une salle et prochainement, peut-être pas maintenant, plus tard dans l'avenir, organiser un gala de boxe au Mali. À l'issue de ces stages, le président de la Fédération malienne de kickboxing discipline associée a affirmé sa satisfaction. Donc on a informé toute la ligue, toutes les disciplines et donc vous voyez que ça a bien réussi. Donc les athlètes sont venus très nombreux, ils ont suivi la formation et tout s'est bien passé. Les pratiquants, quant à eux, saluent cette initiative et espèrent en bénéficier d'autres. Bon, les stages qu'on vient de faire, et ça améliore le niveau de tout le monde, amateur ou professionnel. Tout le monde peut prendre sa part dedans. Parce que d'une part, ici au Mali, on a plusieurs champions. Mais on a besoin aussi des champions internationaux souvent pour venir nous faire des stages comme celle-ci. Enfin, les responsables de la Fédération malienne ont profité de l'occasion pour lancer un appel aux autorités maliennes, notamment celles en charge des sports. Donc on demande aux autorités de nous accompagner parce que la sortie, ça demande de l'argent. Rien que pour les billets d'avion et l'hébergement, ça demande assez d'argent. Donc ce n'est pas facile. Nous demandons à toutes les autorités maliennes de nous accompagner, surtout le département du sport. Les 5 meilleurs combattants de ces stages ainsi que la Fédération malienne de kickboxing ont tous reçu des équipements à l'issue de la cérémonie.
Et voilà, aimables téléspectateurs, c'est ici que s'achève ce Djoliba Morning News. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Djoliba TV News. Djoliba Morning News.